l'opposition démocratique se livre une guerre sans merci. Pour la coordination de l'opposition démocratique, le régime en place a perdu sa légitimité et conduit le pays vers le chaos. De ce fait, il doit quitter le pouvoir. Pour la majorité au pouvoir, le régime actuel est le meilleur que la Mauritanie ait connu. Les Mauritaniens l'ont élu avec 52% des voix pour un mandat de 5 ans. La question de son départ ne se pose même pas. En dépit des prises d'opposition des uns et des autres, c'est la situation générale du pays, il y a forcément aujourd'hui nécessité de s'entendre sur un minimum. Et justement, ce genre de rencontre entre deux principaux partis de la scène politique nationale, à savoir l'Union pour la République et le Rassemblement des forces démocratiques, peut constituer les prémices d'une approche qui privilégie la confrontation des idées, mais seulement des idées. Je reçois pour vous, chers téléspectateurs, M. Mohamed Mahmoud Oul-Ja'far, qui est chargé de l'orientation et des affaires politiques à l'Union pour la République, l'IPR. M. Oul-Ja'far, bonsoir. Et M. Ahmed Oul-Afdal, qui est président de la commission des politiques économiques du Rassemblement des forces démocratiques, RFT. M. Oul-Afdal, bonsoir. Notre débat va tourner essentiellement autour de la situation politique du pays, sa situation économique, sociale, et ses relations avec le monde. Alors, mes chers invités, à vous de convaincre les Mauritaniens de la justesse de vos positions. Monsieur Oul-Afdal, je commence par vous. Quel est l'état des lieux de la situation politique de la Mauritanie aujourd'hui? Je vous remercie, Monsieur Yadali. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances et les condoléances de mon parti et de la CODE d'une façon générale à notre peuple pour l'artillerie de nos prédicateurs en territoire malien. Je voudrais ensuite condamner avec force le film film contre l'islam qui a déclenché les violences que vous connaissez dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. Je voudrais donc condamner avec force ce film, appeler les Arabes et les musulmans à manifester pacifiquement et à cette occasion, je voudrais également dénoncer avec force l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Benghazi, ainsi que des 3 autres Américains avec lui, et présenter nos condoléances également au gouvernement américain à cette occasion. Ces remarques faites, je voudrais dire que, à notre sens, la situation politique se caractérise aujourd'hui par une crise profonde qui touche l'ensemble des institutions du pays et qui se reflète très clairement à travers la crise du pouvoir exécutif, la crise au niveau du pouvoir législatif et la crise au niveau du pouvoir judiciaire. Au niveau politique, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne, Mohamed Ould Abdelaziz. Le Premier ministre est dépouillé de toute attribution. Les ministres sont dépouillés de toute attribution. L'administration, elle aussi, est dépouillée de ses attributions. Même les maires et les élus locaux sont également dépouillés de leur pouvoir. À cela s'ajoute le fait que Mohamed Ould Abdelaziz a constitué une fortune colossale, selon des rumeurs persistantes et surtout selon des témoignages et des recoupements concordants. Fortune accumulée par le pillage des biens publics et dont il s'obstine à refuser la déclaration et la publication.
Ainsi donc, Mohamed Ould Abdelaziz gère aujourd'hui d'un côté le pays et d'un autre côté sa propre fortune. Et il y a forcément des conflits d'intérêts majeurs à ce niveau. En ce qui concerne le pouvoir législatif, tout le monde sait que le mandat du Parlement a expiré et que nous fonctionnons actuellement avec une Assemblée nationale qui a dépassé donc son mandat constitutionnel, son mandat légal. Nous sommes dans un vide juridique clair et net. Mais il faut se rappeler que cette Assemblée nationale, avant qu'elle n'ait expiré, a fonctionné aussi comme une chambre d'enregistrement pendant toute la législature. Au niveau judiciaire, on note le délabrement de cette institution et puisque le sujet est assez vaste, je me limite au seul fait que depuis l'arrivée de Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir, il a changé le président de la Cour suprême par 4 fois. Nous avons eu 4 présidents de Cour suprême depuis l'arrivée de Mohamed Ould Abdelaziz. Le premier président, c'est Mohamed Ould Hanani, qui a été limogé de ses fonctions et nommé par la suite ambassadeur en Afrique du Sud. Le deuxième président, c'est Maître Bal Amadou Tijane, qui a été lui aussi limogé et nommé, je crois, par la suite conseiller du président de la République. Le troisième président, c'est M. Seyid Boulghaïlani, dont le limogeage a provoqué le tollé que vous connaissez. Et le quatrième président, c'est le tout jeune et nouveau président, dont je ne connais malheureusement pas le nom. Ainsi peut-on dire que Mohamed Ould Abdelaziz est un serial killer pour les présidents de Cour suprême dans notre pays. C'est-à-dire un tueur en série des présidents de Cour suprême dans notre pays. Et je ne serais pas du tout étonné que le tout jeune et nouveau président ne soit limogé demain et qu'il ne soit envoyé dans une ambassade lointaine, en Mongolie par exemple, ou dans les îles Salomon. En conséquence de cette crise politique majeure, d'autres crises s'enclenchent et s'emballent, comme la crise économique, la crise sociale et la crise au niveau de la sécurité. Et au final, nous avons les discrédits de nos institutions, le fait que personne ne croit plus en les élections, personne ne croit plus en l'alternance démocratique, et donc c'est ce qui a amené l'opposition à demander le départ de Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà pourquoi Mohamed Ould Abdelaziz doit partir. Je m'arrête à ce niveau de la discussion. Très bien, M. Javar, vous avez entendu les propos d'Ahmed Hamdad. Il y a une crise politique profonde, le gouvernement n'a pas de pouvoir, une délabration de l'administration, etc. Que répondez-vous? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Nabi al-Karim. Je voudrais tout d'abord remercier la télévision de Mauritanie de nous avoir offert l'opportunité de mener ce débat ce soir. Et je voudrais pour ma part présenter sincères condoléances pour les martyrs du groupe des prédicateurs mauritaniens et maliens. Demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans son plein paradis et de souhaiter qu'une enquête urgente et objective puisse identifier les auteurs de ce crime odieux et qu'ils soient conduits donc devant les juridictions compétentes. Naturellement, l'IPR, comme les autres composantes de la
majorité présidentielle, ont tous condamné ce crime odieux comme ils ont condamné les films provocateurs contre l'islam. Et notamment l'IPR a communiqué depuis le 13 déjà, un communiqué qui figure sur le site, sur la plupart des autres sites, condamnant cette provocation. Parce que c'est une atteinte grave, en effet, à notre sainte religion, à notre prophète. Elle nécessite d'être dénoncée de la manière la plus ferme et la plus responsable. Car malheureusement, cela a conduit à d'autres formes d'extrémisme. Aujourd'hui seulement, il y a eu au moins 6 morts. Et malheureusement, les violences continuent. Nous ne pouvons que le déplorer, car il est bien possible d'exprimer ces sentiments sans verser dans d'autres formes d'excès. Ceci dit, parlant de la situation dans notre pays, il y a lieu de faire la différence entre ce que les partis de la coordination de l'opposition souhaitent et la réalité. La réalité est que nous sommes dans un pays qui connaît un état de liberté qu'il n'a jamais vécu par le passé. Jamais. Aucun acteur politique, aucun journaliste n'a été gêné dans l'expression de son point de vue. Le pays ne connaît aucun détenu d'opinion. L'espace de liberté ne cesse de s'élargir. Et quand on sait par ailleurs que nous sommes dans un pays où l'ensemble des institutions républicaines fonctionnent normalement, l'ensemble des administrations accomplissent convenablement leur mission et les citoyens jouissent à leur vocation naturelle, il est difficile dans ces conditions de parler de crise, sauf ceci pour exprimer un souhait. Et en l'espèce, c'est ce que précisément font les partis au sein de la coalition de l'opposition. Car il y a lieu de rappeler que les réformes qui ont été entreprises à l'issue du dialogue national, un dialogue, hélas, les partis de l'opposition ont boycotté, ont permis pour la première fois dans notre pays d'asseoir un climat favorable à une alternance pacifique. Car ce sont justement des réformes qui ont renforcé notre régime républicain. Et pour la première fois, je voudrais rappeler à cet égard que les réformes se sont traduites par l'élargissement des compétences de l'Assemblée nationale, qui est désormais en mesure de censurer la nomination du Premier ministre, s'il y a notamment une motion de censure sur son discours de politique générale. Les réformes se sont traduites également par la recomposition du Conseil constitutionnel, qui est composé désormais de 9 membres, dont 5 sont élus par les 2 chambres, les présidents des 2 chambres, et 4 seulement sont élus par le président, désignés par le président de la République. C'est une grande innovation, les gens ont tendance à l'oublier. Si j'y ajoute les autres réformes qui ont été introduites dans le cadre du renforcement de notre expérience démocratique et qui sont traduites en particulier par 4 aspects très importants au niveau de l'élargissement du champ de participation de l'ensemble des acteurs politiques,
à la faveur de l'élargissement de l'Assemblée nationale, qui va compter désormais 146 députés au lieu de 95 actuellement, ce qui correspond à la réalité démographique de notre pays. Quand on y ajoute les autres réformes qui ont consisté justement à interdire le nomadisme politique et à renforcer le rôle des partis politiques. Dali, qu'est-ce que vous faites du chrono là? Qu'est-ce que vous faites du chrono? Oui, vous aurez votre temps, il finit son idée. Et quand on y ajoute aussi les réformes du code électoral qui se sont traduites par l'introduction d'une dose de proportionnelle qui fera en sorte que plus de la majorité de nos députés seront désormais élus au scrutin proportionnel, ce qui suppose une plus grande participation des différentes formations politiques. Et bien entendu, il faudrait souligner l'importante réforme qui a consisté en la mise sur pied d'une commission nationale électorale indépendante, dotée des différentes prérogatives en matière d'organisation et de gestion, et au sein de toute la sous-région, c'est l'une des CENI qui est dotée de plus grandes et de plus larges compétences dans la gestion du processus démocratique. Donc si on voit tous ces aspects, on peut s'étonner de voir les partis de l'opposition démocratique parler de crise politique, au moins précisément où, à la faveur de ces réformes, nous sommes en Mauritanie pour la première fois en position de pouvoir négocier une alternance pacifique. Mais, permettez-moi de terminer. Vous aurez votre temps. J'ai parlé moins de 10 minutes, vous avez parlé 12 minutes, j'ai regardé ma montre. Je n'ai pas encore parlé 10 minutes et vous allez pouvoir répondre. On ne va pas prendre non, avant de terminer, votre je voudrais dire aux représentants de la coalition des partis de l'opposition que nous comprenons bien au niveau de la majorité présidentielle pourquoi ils ont opté pour cette escalade et privilégier cette option. C'est précisément parce qu'on se rapproche de l'organisation des élections. Et chaque fois qu'on est en phase de s'exposer au choix des citoyens, l'opposition nous a habitués à ce genre de comportements qui se sont traduits par le passé par des boycottages, surtout quand il ne s'agit pas d'élections présidentielles. Celle-là, elle fait généralement l'objet d'une attention particulière. Mais quand il s'agit d'élections législatives ou municipales, c'est généralement l'occasion pour eux de faire les surenchères. Et en l'espèce, on peut les comprendre parce que, précisément, les formations qui composent actuellement la coalition des partis de l'opposition, aux dernières élections présidentielles, ont fait à peine 24%. Très bien, et après, je termine, et depuis, on sait ce qu'il en est advenu. C'est une purge quotidienne dans leur rang. Et si on sait l'importance des réalisations qui ont été accomplies par la majorité, à la faveur de l'accomplissement de plus de 70% du programme électoral du président de la République, Mohamed Abdel Aziz, on comprend en effet pourquoi les partis de l'opposition aujourd'hui sont très gênés et préfèrent cette fuite en avant au lieu de s'exposer au choix des citoyens pour trancher. Très bien. Monsieur Javard, c'est très bien. Donc, Monsieur Rafdar, vous avez entendu, il y a des réformes importantes au niveau de la CENI, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, etc. Il y a des réalisations, vous faites une fuite en avant. Très bien. Je voudrais... C'est du concret ou c'est pas concret, la CENI, l'Assemblée nationale? Je voudrais de tous les sujets abordés par notre ami, je voudrais retenir pour l'essentiel deux grands thèmes. Le dialogue et ses résultats
et la CENI et les élections. Le dialogue d'abord qui a été engagé était véritablement un contrat déséquilibré. Les résultats de ces dialogues étaient totalement déséquilibrés en faveur de Mohamed Ould Abdelaziz. Je m'explique. Mohamed Ould Abdelaziz a conservé, au sortir de ces dialogues, Mohamed Ould Abdelaziz a conservé intact son pouvoir militaire, économique, administratif et politique. Il a conservé le fameux BASEP, qui est la source de légitimité de son pouvoir, et qui est vraiment quelque chose de tout à fait anormal, et qui est une humiliation par rapport à l'armée nationale, a conservé donc son BASEP. Il a conservé son pouvoir de nomination aux hautes fonctions militaires, en distribuant les grades de général à qui il veut, en affectant à l'extérieur qui il veut, comme soi-disant attaché militaire. Il a conservé intact son pouvoir sur l'économie nationale, parce que rien n'a été fait pour stopper, aucun mécanisme n'a été mis en place pour stopper le pillage des biens économiques. Il a conservé intact le pouvoir sur l'administration et il a conservé intact sa possibilité de se reconduire au pouvoir. En contrepartie, qu'est-ce que les partis alliés au dialogue ont obtenu? Ils ont obtenu que l'Assemblée nationale passe de 95 à 146 députés, ce qui est du gaspillage de l'argent public. Ils ont obtenu que chaque député puisse recruter un assistant parlementaire, ce qui est encore de l'argent public. Ils ont obtenu le fait que les petits partis puissent accéder à la subvention publique, ce qui est encore de l'argent public. Et ils ont obtenu que les candidats à l'élection présidentielle qui obtient 5% puissent être remboursés. Donc, de l'argent public, toujours de l'argent public, rien que de l'argent public. Mohamed Ould Abdelaziz conserve intact son pouvoir et en contrepartie, il est prêt à donner de l'argent public. Et je ne serais pas étonné que demain, si de nouveaux partis veulent dialoguer avec lui, il est prêt à porter la Chambre de 146 députés à 200. Et de dire que chacun a la possibilité de recruter des assistants. Et de dire que on peut être remboursé à 1% à l'élection présidentielle. Je ne serais pas du tout étonné de cela. Donc, c'est un dialogue vraiment au sortir duquel Mohamed Ould Abdelaziz est sorti vainqueur, renforcé, sans parler des quitus qu'il a obtenus pour son coup d'État antérieur et de l'interdiction des coups d'État à l'avenir, comme s'il n'était pas déjà interdit. Les élections et la CENI. Je voudrais dire ce soir, devant le représentant de l'UPR, mais surtout devant les téléspectateurs et le peuple mauritanien qui nous écoutent, qu'il y a une véritable comédie autour de la CENI et autour des élections, de la procédure des élections, de la procédure d'organisation des élections d'une façon générale. Je m'explique. Les standards de l'élection normale, c'est qu'elle doit être libre, honnête et transparente. Libre, honnête et transparente. Et ces trois termes ne sont pas du tout synonymes. Ils ne sont pas redondants. Chacun de ces termes veut dire quelque chose. Élection libre, ça veut dire que si je vote pour les candidats A, je ne suis pas inquiété pour cette action-là. Et si je vote contre B, je ne suis pas récompensé, je ne suis pas sanctionné. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les élections sont libres en Mauritanie, avec cette définition?
Vous savez très bien que quelques mois avant les élections, l'administration est épurée de tous les opposants et de tous les sympathisants de l'opposition. Et vous savez que tous les hommes d'affaires de Mauritanie se trouvent dans le parti de l'administration. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les élections ne sont pas libres. Parce qu'ils savent qu'il y a des sanctions qui les attendent avant l'élection et qui les attendent après l'élection. C'est ce qu'on appelle les représailles et les sanctions collectives et les sanctions individuelles. Donc les élections ne sont pas libres. Honnête, ça veut dire que le jeu doit être équilibré. Ça doit être un jeu honnête, un jeu équilibré. Une compétition à chance égale. Or, ce n'est pas le cas en Mauritanie. Vous avez d'un côté un candidat ou un parti qui met de son côté tous les moyens de l'État et qui extorque tous les moyens des hommes d'affaires. Il met ça donc sur un côté de la balance et de l'autre côté, vous avez des concurrents qui n'ont absolument rien du tout. Donc l'élection n'est pas honnête. Dire maintenant qu'elle est transparente, ça n'a pas de sens. Parce que là, qu'est-ce que c'est en l'occurrence la transparence? C'est l'encre indélébile, c'est les procès-verbaux, c'est les isoloirs. Arrivé à la CENI, l'opération est déjà terminée. Les carottes sont déjà cuites. Le jeu est déjà fait. The game is over. Over au niveau du fait que l'élection n'est pas libre et du fait qu'elle n'est pas honnête. Et c'est pourquoi le pouvoir trouve les résultats que vous connaissez. Parce que les gens viennent sachant très bien que l'élection n'est pas libre et qu'elle n'est pas honnête, et ce n'est pas des histoires d'encre indélébile ou des histoires de procès-verbaux ou des histoires de prétendues urnes transparentes qui vont les tromper. C'est pourquoi il ne s'agit pas de la transparence, il s'agit de l'apparence. Il s'agit de l'apparence. Et c'est pourquoi, malheureusement, la CENI, c'est une institution, aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, c'est une institution bidon. Parlons de la CENI qui vient d'être mise en place. Je parle de cette CENI-là, je ne parle pas d'une CENI préhistorique, je parle de cette CENI. Cette CENI-là, son périmètre est tellement réduit parce qu'elle ne surveille pas le fait que les élections ne sont pas libres et elle ne surveille pas le manque d'honnêteté. Elle s'affaire dans des histoires d'encre, dans des histoires de procès-verbaux, et je vous ai dit que, arrivé au stade de la CENI, les jeux sont déjà faits en amont du processus. La CENI est tout à fait en aval, à la fin. Arrivé au niveau de la CENI, les choses sont déjà terminées. Très bien. On comprend bien que M. Ahmed El-Ghazali et ses amis n'avaient pas participé au dialogue. Et apparemment, malheureusement, ils n'ont pas non plus pris connaissance des réformes qui ont été introduites à l'issue de ce dialogue. Et je voudrais en particulier rectifier certains éléments qu'il a évoqués tout à l'heure dans son intervention. Il n'a jamais été question, lors du dialogue, d'assurer à chaque député un assistant. Non. L'assistant a été accordé pour le groupe parlementaire, mais jamais pour chaque député. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est par rapport à la CENI, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais rappeler, M. Ahmed, que quand on veut changer le président de la République, ce n'est pas la voie du dialogue à laquelle on doit recourir. Nous sommes dans un pays démocratique. Pour changer le président de la République, comme pour changer un député, eh bien, il faut passer aux urnes. Si vous voulez changer le président de la République, vous attendez que le collège électoral pour les élections présidentielles soit convoqué, et bien entendu, vous êtes libre d'utiliser tous vos droits pour assurer une alternance. Mais ce n'est pas par le dialogue qu'on change le président, et même pas en l'occurrence ses attributions, parce qu'elles sont d'ordre constitutionnel.
Mais vous avez on changé dialogue, la Constitution. s'il vous plaît. Vous avez changé la S'il vous plaît. Constitution. Donc Je ne vous ai pas interrompu, M. Ahmed. J'ai bien compris qu'au début, on a dit qu'on va permettre à chaque intervenant de terminer son idée. Je voudrais qu'on maintienne cette formule. Je crois qu'elle est plus indiquée pour le débat. En effet, c'est une chose que de dialoguer pour améliorer les conditions de l'alternance pacifique ou pour discuter des règles du jeu démocratique. Et c'est précisément ce qu'on a fait dans le cadre du dialogue national. Et le résultat est là. Et en l'occurrence, par rapport à la CENI, je comprends bien que vous n'avez pas participé au dialogue et apparemment vous n'avez pas pris non plus connaissance des attributions de la CENI. Renseignez-vous. Le texte est déjà disponible. Vous avez en face une institution dotée de toutes les compétences d'organisation et de gestion du processus démocratique. Non. Ce n'est pas en phase terminale qu'elle est concernée par le processus. C'est du début jusqu'à la fin. Du début à partir de l'élaboration du fichier électoral, la révision de la liste électorale et tout le processus qui suit. Je ne parle pas de la liste, monsieur. Jusqu'à... Je ne parle pas de la liste. Le bulletin, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Je vous dis que c'est du début jusqu'à la fin. Elle a toutes les compétences et c'est la seule institution responsable de la gestion de ce processus. Il y a au sein du ministère de l'Intérieur une direction qui a été créée et qui a vocation de, en rapport avec la CENI, de gérer les aspects purement techniques et sous le contrôle et la supervision de la CENI, s'il vous plaît. Donc, vous avez en face une institution totalement indépendante et totalement compétente dans la gestion de ce processus. Pour son volet organisation, pour son volet gestion, pour son volet suivi, pour son volet contrôle et supervision. C'est une grande innovation. Vous n'y avez pas prêté attention, vous n'y avez pas participé. Vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui la structure, alors qu'elle est installée et qu'elle est en train de disposer de toutes les prérogatives dont le législateur mauritanien l'a dotée, que vous allez nous dire que non, elle n'a pas de compétences. Non. Elle a toutes les compétences. Et la majorité des partis politiques en Mauritanie lui ont fait confiance. Et c'est cette structure qui va gérer le processus. Et attendons au moins de la juger sur pièce. En ce moment, on saura si oui ou non elle jouit réellement de toutes les attributions dont elle a été dotée. Ou bien, comme vous semblez le dire, elle va le faire comme vous. Nous allons l'apprécier, mais nous allons la juger sur pièce. Mais nous n'avons certainement pas l'intention de lui faire des préjugés ou des procès moraux avant même qu'elle n'achève de s'installer. Pour d'autres aspects, vous avez parlé tout à l'heure de... Enfin, on y a habitué les accusations gratuites de nos amis de l'opposition. Même quand vous avez parlé du président de la République, vous-même, vous n'êtes pas empêché de parler de rumeurs. Vous pensez réellement que pour un président de la République, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît, Ahmed, je ne vous ai pas interrompu. Je vous rappelle la nécessité de respecter l'interlocuteur. C'est très important. Monsieur Javar, c'est juste pour vous dire que vous passez au deuxième point, qui est de l'aspect économique. Mais avant d'y passer, je voudrais rappeler à M. Ahmed, oui, je voudrais rappeler à M. Ahmed que le président de la République a, conformément à la législation en vigueur, fait sa déclaration de patrimoine dans les règles prévues par là. C'est tout ce que la législation lui impose. Vous me permettez de répondre sur ce point? Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de répondre. Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Deuxièmement, vous parlez d'un président de la République qui a été élu par plus de 52% des Mauritaniens. Je comprends que vous êtes, pour des raisons qui sont les vôtres, très emportés contre lui, mais ayez au moins un respect pour les 52% des Mauritaniens. Ils ont élu le président, lui ont fait confiance.
ils les jugeront sur pièce par rapport à ses engagements. Ce n'est pas par rapport à vos états d'âme ou à vos sentiments à son égard. Les Mauritaniens jugeront le président sur la base de son bilan. Et ce bilan, ce n'est pas en haussant la voix, ce n'est pas en se fondant justement sur des rumeurs, sur des accusations gratuites, que vous pouvez les remettre en cause. Parce qu'ils sont autrement plus tangibles, plus perceptibles. Les citoyens en jouissent quotidiennement. Il est très difficile de les remettre en cause ou de les nier. On en parlera tout à l'heure, j'espère, lors du prochain. Nous sommes déjà dans le second point. Ben, je peux continuer Vous pouvez continuer et il va répondre. L'aspect économique. Pour l'aspect économique, je voudrais dire à M. Ahmed, qui a dit sans doute consulter les relevés des comptes nationaux et les tableaux de bord des opérations de l'État, la situation monétaire du pays et l'état de la balance des paiements, qui sont par ailleurs confortés par les rapports des institutions financières compétentes, en l'occurrence les FMI, dont le dernier rapport est sorti tout récemment, que nous sommes dans un pays qui vit une situation macroéconomique, qui a pu réaliser des équilibres macroéconomiques inégalés dans toute son histoire. Un taux de croissance soutenu, il a été de 4% en 2011 et il passera en 2012 aux environs de 6%. Une inflation maîtrisée, elle est en deçà de 6%. Un budget consolidé qui pour la première fois a enregistré un excédent alors que nous étions habitués au déficit chronique lors des exercices antérieurs. Vous en connaissez quelque chose, certainement. Précisez ce point, s'il vous plaît. C'est par rapport à vos fonctions de cadre de la Banque centrale. Je suppose que vous n'êtes pas étranger à ce genre de données. Et donc, cette situation nous a permis de dégager des marges budgétaires suffisantes qui ont permis la réalisation de projets structurants au niveau du pays. Sur le plan des infrastructures, sur le plan des services de base, l'énergie, l'eau potable, sur tous ces volets, les réalisations sont grandioses. Et c'est à la faveur d'une gestion économique et financière qui a permis justement de disposer de cette marge budgétaire, qui a permis à l'État de retrouver sa crédibilité, qui a drainé des financements, des investissements extérieurs directs très importants, et qui a permis à la Mauritanie justement de mobiliser un niveau de financement inégalé. Si je me réfère notamment à la table ronde de Bruxelles, où il y a eu plus de 3 milliards de dollars, 70% de ce montant ont déjà été mobilisés. On va s'arrêter là. Monsieur Rafdal, il vous dit qu'il y a un taux de croissance qui avoisine de 6% pour 2012 et que la gestion est reconnue par les institutions internationales, comme quoi la Mauritanie a franchi des pas extrêmement importants dans le domaine économique. Très bien. Avant de passer à cet aspect des choses, ce deuxième thème, je voudrais très rapidement parler de 2 points du thème passé, concernant la déclaration de patrimoine du chef de l'État. C'est la loi 2007-054 du 18 septembre 2007 relative à la transparence financière de la vie publique qui prévoit la déclaration de patrimoine du chef de l'État. Je voudrais qu'on entende bien ce que je veux dire.
Cette loi dispose en son article 2, le président de la République, après son investiture et à la fin de son mandat, fait une déclaration de sa situation patrimoniale et celle de ses enfants mineurs. Point. Chacune de ces déclarations est rendue publique. Chacune de ces déclarations est rendue publique. Qu'est-ce que Mohamed Ould Abdel Aziz a fait? Il a fait sa déclaration de patrimoine devant le président de la Cour suprême avec une enveloppe. Il a remis une enveloppe au président de la Cour suprême. Nous l'avons vu remettre cette enveloppe. On suppose que la déclaration est contenue dans l'enveloppe, mais il ne l'a pas rendue publique. La déclaration doit être rendue publique. Rendre public, c'est... Je crois que ça se passe de toute définition. Vous savez ce que c'est une publication de déclaration. Elle doit être ventilée à la presse, elle doit être affichée, ça doit être dans le site internet de la présidence, elle doit être consultée avec détail. Je possède des maisons, je possède telle maison, je possède tel véhicule, je possède ceci, je possède cela. La déclaration de patrimoine du chef de l'État français ou du Premier ministre de Grande-Bretagne ou de Barack Obama, elle est disponible sur les sites internet de ces pays-là. Ils ne l'ont pas remis dans une enveloppe. Ceci doit être très clair. En ce qui concerne la CENI, je voudrais qu'il soit clair que la transparence des élections ne se fait pas dans les urnes. Il y a un processus en amont qui est déterminant. Vous vous rappelez les élections de 2007 et 2009. Excusez-moi. Je prends ça sur mon temps. Vous êtes en train de vous répéter tout simplement, vous l'avez déjà dit. On veut qu'on passe au deuxième point. Non, je voudrais que ce point soit très clair pour les téléspectateurs. Quand le président de la République, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef de la gendarmerie, le directeur de la Sûreté nationale, tous les walis, les directeurs des établissements publics, le directeur général de la SNIM, le directeur général du port de Nouakchott, quand tout ce monde-là joue au directeur de campagne de Mohamed Ould Abdel Aziz, est-ce que la surveillance de cet aspect des choses est du domaine ou non de la CENI? Non, ça ne fait pas partie de son périmètre. Ce n'est pas inclus dans son périmètre d'attribution. Or, c'est à ce niveau-là que les choses se jugent. Quand les cadres de l'administration sont épurés de l'État et pourchassés, et quand les notables sont traqués, et chacun est convoqué et terrorisé, pour lui dire, écoutez, l'élection c'est une comédie, les militaires ne quitteront jamais le pouvoir. Est-ce que ça c'est du domaine ou non de la CENI? Non, ce n'est pas du domaine de la CENI. La pauvre CENI, je vous ai dit, ne s'occupe que de l'encre, et des rideaux, et des isoloirs. C'est une petite logistique, une petite cuisine, c'est un petit réchaud, comme disait le général de Gaulle. Alors, ces clarifications faites, j'en viens maintenant à l'économie. Les chiffres dont vous parlez, j'ai entendu Mohamed Ould Abdel Aziz parler de cela à Attar, parler des avoirs extérieurs de la Banque centrale, parler de l'excédent du Trésor, parler comme vous de la stabilité macroéconomique. Mais dites-moi, Edali, pour les gens de la Keba, ou pour les gens de la Keba de Nouakchott ou de Nouadhibou, la stabilité macroéconomique, c'est du charabia. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, le mot stabilité macroéconomique, ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce que ça leur fait si les avoirs extérieurs de la Banque centrale sont élevés ou non? Si l'excédent du Trésor est élevé ou non? Les préoccupations de ces gens sont ailleurs. Mais je vous dis quelque chose. Ces chiffres sont faux. Ça, c'est des avoirs extérieurs bruts. Et ça veut dire quoi qu'ils sont faux? Je vais vous expliquer. Peut-être que les chiffres en lui-même est exact, mais c'est l'explication qu'on veut lui donner qui est fausse. Les avoirs extérieurs sont des avoirs tels qu'affichés, tels qu'énoncés par Mohamed Ould Abdel Aziz et publiés dans le rapport
du Fonds monétaire que j'ai ici, sous les yeux. Il est là. Ça, c'est la dernière revue. C'est la 4e revue de l'accord triennal avec le Fonds monétaire international. Ces avoirs extérieurs sont des avoirs extérieurs bruts. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en considération tous les paiements dus que la Banque centrale devait exécuter. Et vous savez, comme on dit, celui qui ne paye pas les créanciers, il peut toujours se prévaloir d'être riche. Quelles sont les créances dues que la Banque centrale n'a pas payées? C'est tous les crédits documentaires échus et non payés, demandez aux banques ce que c'est, toutes les remises documentaires échues et non payées, tous les crédits fournisseurs extérieurs échus et non payés, les services de la dette extérieure dus et non payés, et, disons, toutes les opérations du compte courant de la balance des paiements. Demandez par exemple à Air France ou à Air Algérie, ou demandez à Moritel ou à Matel ou à Schengitel, est-ce qu'ils ont des transferts en souffrance, oui ou non, à la Banque centrale? Alors, quand il y a des transferts en souffrance qui ne sont pas payés, on ne peut pas se prévaloir de l'existence d'avoirs extérieurs. Ce sont de faux avoirs extérieurs. C'est les avoirs extérieurs de quelqu'un qui ne veut pas payer. C'est la même chose pour le Trésor public. Le Trésor, on dit, il a un excédent de 52 milliards. Mais qu'est-ce qu'il y a en souffrance de paiement qui n'a pas été payé? Il y a les fournisseurs intérieurs, il y a ATTM, il y a même les partis de l'opposition qui n'ont pas reçu leurs subventions, il y a tout ce qui est bloqué par Rachid au niveau du Trésor, au niveau du budget, etc. Donc là aussi, c'est un chiffre qui n'a pas de sens. Et je vais vous dire quelque chose. Si ces chiffres-là valaient quelque chose, s'ils avaient de la valeur, s'ils pouvaient être un rempart contre, par exemple, l'agitation sociale, mais Kadhafi les aurait brandis. Les avoirs extérieurs de Kadhafi, c'est autrement plus substantiel que les avoirs extérieurs de Mohamed Ould Abdel Aziz. L'excédent du trésor égyptien ou tunisien, ou l'excédent de Béchar, est beaucoup plus élevé que l'excédent que nous avons brandi. Donc ça, c'est des chiffres qui n'ont pas d'impact sur la vie quotidienne des populations. Qu'est-ce qui a de l'impact sur la vie quotidienne des populations? C'est les prix, la cherté de la vie, c'est le taux de chômage, c'est le taux de pauvreté, c'est l'existence ou non de l'électricité, c'est l'existence ou non de l'eau potable, c'est le taux de déperdition scolaire. Savez-vous que nous avons un taux de déperdition de 40%? Savez-vous que 50% de nos enfants échouent au concours d'entrée en 6e? Savez-vous que notre taux d'échec au baccalauréat est de 90%? Et ceci n'est pas seulement sur une année ou 2 ans ou 3 ans, c'est des tendances de longue période. Et un pays qui a des statistiques sociales comme celle-là, eh bien, il va directement au chaos. C'est l'aspect social, c'est lequel on revient. Il dit que ce sont de vrais faux chiffres. Voilà. Ben justement, c'est à lui de nous expliquer comment il dit d'une part qu'ils sont faux et après il revient pour dire qu'ils sont vrais, mais que... Non, j'ai dit que c'est l'explication. C'est l'exploitation qu'on en a voulu donner qui est fausse. Monsieur Ahmed, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Il a présenté le rapport du FMI, qui hélas confirme ces chiffres. Il a voulu les atténuer pour dire qu'ils sont bruts et qu'il y aurait probablement des réclamations. Est-ce que M. Ahmed, ici présent, peut nous citer le cas significatif de l'un des usagers de la Banque centrale dont les paiements sont aujourd'hui en souffrance? Demandez n'importe quelle banque. Attendez. Demandez n'importe quelle banque. Je vous demande de mener une enquête auprès des banques pour savoir s'il y a ou non des arriérés commerciaux qui n'ont pas été payés. S'il vous plaît. Quand on avance des chiffres, on les avance dans un contexte et dans une date bien précise. Et donc, bien entendu, la vie d'une nation ne peut pas s'arrêter puisqu'on va annoncer des chiffres. Mais
l'essentiel, c'est les chiffres lui-même. Mais nos amis de l'opposition sont très doués dans ce qu'on appelle la politique de l'arbre qui cache la forêt. Chaque fois qu'il y a quelque chose de significatif, ils se déploient pour trouver un petit quelque chose pour cacher l'essentiel. Mais j'aurais dû comprendre cela de quelqu'un d'autre qu'Ahmed, qui voit ces chiffres et qui se vertit tout de même à les atteindre. Lui qui n'y est pas habité au niveau de la Banque centrale, justement. Et notamment par rapport à leur signification. D'accord. Le temps des citoyens, hélas, n'est pas celui des politiques publiques. Mais au moins, entre responsables, on a l'attitude d'apprécier des données, surtout quand elles sont positives pour le pays. Nous parlons des chiffres de la Mauritanie, ce ne sont pas les chiffres du président de la République, ce sont les chiffres de la Mauritanie. Mais ils ont quel sens? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Ben, je voulais dire justement, oui, c'est avec ces chiffres, je vous écoute. C'est avec ces chiffres que nous avons pu réaliser des projets structurants. C'est avec ces chiffres que nous avons pu réaliser un niveau d'infrastructure routière dont plus de 730 km ont été déjà réalisés et 1250 en voie de réalisation. C'est avec ces chiffres que nous avons réalisé des projets structurants en matière d'eau potable. Toutes les composantes de l'Aftot Sahli ont été réalisées. L'Azhar, qui est un projet structurant et assez avancé. Et l'Aftot Shergui a démarré. C'est avec ces chiffres que nous avons réalisé plus de 300 édifices publics au niveau de l'ensemble des secteurs. 300. J'ai la liste et je peux vous la donner, M. Ahmed. C'est avec ces chiffres que nous avons pu éradiquer les quartiers précaires. À Nouakchott, dont l'opération a avancé à plus de 80%. À Nouadhibou, où l'opération a été clôturée. À Rosso, où l'opération a été clôturée. À Agjoust, où l'opération a été clôturée. À Kaïdi, où elle a assez avancé. À Zouerat, où elle est en cours. Dans d'autres villes où elle est déjà annoncée. C'est avec ces chiffres qu'on a pu construire des villes comme Termes, Mbeket, Lahouach et Chami. C'est avec ces chiffres qu'on a pu passer de 40 MW en électricité en 2009 à 128 en 2012. C'est avec ces chiffres que nous avons pu équiper et former une armée nationale qui fait aujourd'hui notre fierté. C'est avec ces chiffres qu'on a pu construire des aéroports, l'aéroport international de Nouakchott, 3 autres aéroports. C'est avec ces chiffres que nous avons pu mettre en chantier l'ensemble des ports du pays. Le port de Nouadhibou, dont la fin des travaux est prévue en 2012, le port autonome de Nouakchott qui est assez avancé, et le port artisanal de pêche à Nouadhibou. Il va finir son idée et vous aurez l'occasion. C'est avec ces chiffres nous avons que nous avons pu justement réaliser le programme EMEL qui a agi considérablement sur le pouvoir d'achat des Mauritaniens. C'est avec ces chiffres que nous avons pu agir sur la pauvreté de manière décisive. Je voudrais vous rappeler 3 aspects. Savez-vous qu'on est passé de 26 centres électrifiés en 2009 à plus de 48 aujourd'hui? 48. C'est important pour être signalé. C'est avec ces chiffres qu'aujourd'hui, une ville comme Maktal al-Ahjar a oublié la soif parce que l'eau est déjà à Maktal al-Ahjar. C'est avec ces chiffres que nous avons pu réaliser quelque chose de concret. Quand on sort tout à l'heure à Nouakchott, nous pouvons en jouir sur les goudrons, l'éclairage, l'eau potable, etc., etc. Mais justement, il ne faudrait pas se vertir dans cette logique de l'arbre qui cache la forêt. Très bien, M. Javad. Et nier des réalités tangibles, manifestes, dont les citoyens apprécient par ailleurs l'opportunité. Et je voudrais terminer juste par 2 choses. Vous dire qu'en effet, il y a des programmes importants qui ont été engagés dans l'intérêt des citoyens. Vous savez combien de milliards aujourd'hui sont distribués dans le cadre des micro-projets? En Nouadhibou, on en a 1,5 milliard. Déjà, plus de 65 projets ont été financés. À Nouakchott, on a plus de 4 milliards. À Alleg, l'opération est en cours. Et elle va sans doute continuer dans l'ensemble des capitales régionales.
C'est avec ce type de projet qu'on atteint les citoyens. Et nous, dans notre approche, nous avons agi à deux niveaux. Monsieur Jafar, vous aurez l'occasion de développer. Je vais juste rappeler à M. Ahmed Abdal que Jafar a donné des chiffres. Il vous parle de 750 km de route bitumée, de 1000 et quelques qui sont en projet. Il vous parle de gros projets, de 26 centres d'électricité qui sont passés de 26 à 48, des centres de santé. Il vous parle de réalité sur le terrain, de réalité concrète. Moi, je n'ai pas fait de la littérature. Moi aussi, j'ai parlé des chiffres. Et tout à l'heure, j'ai donné toute une batterie de statistiques sur la situation sociale du pays, sur le taux de chômage, sur le taux de pauvreté, j'ai dit que le taux de chômage est de 40%. J'ai dit que le taux de pauvreté est de 45%. J'ai dit que 40% de Mauritaniens n'ont pas accès à l'eau potable. 50% n'ont pas accès à l'électricité. J'ai dit que notre taux de déperdition scolaire est de 43%. J'ai dit que notre taux d'échec au concours d'entrée en 6e est de 50%. J'ai dit que notre taux d'échec au baccalauréat est de 90%. Donc je n'ai pas fait de la poésie. Je n'ai pas parlé de Victor Hugo, je n'ai pas parlé de Mro el-Qais, j'ai parlé de chiffres avant, monsieur. Oui, je suis d'accord. Excusez-moi. Je voudrais dire à l'attention de notre ami, à l'attention aussi des téléspectateurs, que nous sommes habitués à ce genre de discours depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Chaque pouvoir dit: j'ai fait tel nombre de kilomètres, j'ai fait l'eau potable, j'ai fait des centres de santé, j'ai fait de ceci et cela. Mais la question qui se pose en économie, c'est celle-là. Et c'est cette question-là qui ne se pose jamais. Est-ce que c'est l'optimum? Est-ce que c'est ce qui devait être fait? C'est comme le Wagaf à la boutique. Vous venez le voir, il vous dit: bon, voilà, j'ai 100 000. Alors qu'il devait avoir 300 000. C'est exactement la situation actuelle. Peut-être que les chiffres dont il a parlé sont exacts, mais ils ne constituent pas l'optimum. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les ressources sont gaspillées. Et regardez par exemple TASIES. Trouvez-vous normal que nous ayons 3% dans le contrat de partage de la production et que 97% vont à l'étranger? MCM, trouvez-vous normal que le contrat de partage de la production nous réserve 3%? Est-ce qu'il n'y a pas là un gaspillage? Quelle autre route pouvions-nous faire si nous avons augmenté notre part dans ces deux sociétés? C'est la même chose pour les ressources de la pêche. Et regardez la situation lamentable dans laquelle se trouve la ville de Nouadhibou, notre prétendue capitale. Entre nous, vous pouvez... mais entre nous, Nouadhibou est comparable à n'importe quel village de l'intérieur. C'est une fausse capitale économique. Parce que les ressources du pays sont systématiquement pillées depuis 30 ans. Et Nouadhibou a tous les atouts économiques, géographiques et même géostratégiques pour être la métropole économique de toute la sous-région. À partir d'Agadir jusqu'à Dakar, en allant à Las Palmas. Nouadhibou devait être une métropole extraordinaire, avec des usines, avec des sidérurgies, avec des usines de poissons, avec des hôtels, avec des terrains de golf, avec un reboisement extraordinaire. Mais aujourd'hui, Nouadhibou, c'est de la poussière. C'est pourquoi on n'a pas atteint l'optimum. C'est ça l'arbre qui cache la forêt. Ce que vous nous dites, c'est ce qui cache la forêt. La forêt de vos problèmes, la forêt de votre mauvaise gestion. Je ne voudrais donc pas qu'on trompe le peuple mauritanien éternellement en lui parlant de routes, d'écoles, de ceci, cela. C'est peut-être exact, mais on pouvait faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. C'est bon, il dit que c'est peut-être exact, mais on pouvait faire plus. Voilà. Je voudrais d'abord faire... Si les ressources étaient bien gérées, j'ai dit, si notre part dans MCM et dans TASIES était portée par exemple à 10%,
Les avoirs extérieurs ont été plus grands. Je vais vous répondre. Les budgets recevaient encore davantage. S'il vous plaît. Et vous pouvez faire plus d'écoles et plus de dispensaires. Je voudrais justement que le débat permette aux auditeurs, aux téléspectateurs, d'être fixés sur un certain nombre de réalités. Je voudrais rappeler par rapport au volet minier que vous avez évoqué, que les mines de Taziast et de MCM ont été déjà opérationnelles avant l'élection du président de la République. Mais depuis, est-ce que vous savez que avant l'élection du président de la République, l'apport d'une mine comme Taziast s'est chiffré en dizaines de millions de dollars. Aujourd'hui, vous savez, on en est à combien? À des milliards et des milliards de guillemets. À la faveur de l'action énergique qui a été menée justement pour booster le dividende de l'État. Comment Mais expliquez ça. Je vais préciser. Expliquez ça. D'accord. Je vais le préciser. Il y a un enjeu important qu'il importe de prendre en considération. Parce qu'il ne faut pas leurrer les téléspectateurs. La Mauritanie est un pays qui a un potentiel minier très important. Et l'astuce dans tous les pays du monde qui ont la même situation que le nôtre est de faire en sorte de drainer les investisseurs. Et les premières expériences sont généralement des expériences très dures pour le pays. Mais il n'a pas le choix. Parce que Taziast, elle est là depuis belle lurette. Ce n'est pas hier seulement que Taziast est là. Mais c'est à partir du moment où elle a été mise en exploitation et dans quelles conditions. Donc il y a un choix à faire. Mais demandez-moi aujourd'hui quelle est la situation. Ben, je vous dis que justement, le code minier qui a été réactualisé est tel qu'aujourd'hui, toute exploitation, l'État mauritanien a un niveau de participation supérieur ou égal à 20% au moins, de toute exploitation minière. Donc, c'est une grande innovation. Je ne parle pas du nouveau code, je parle du Taziast actuel. Taziast actuel, c'est une exploitation qui a précédé ce pouvoir et nous avons l'obligation morale de respecter les engagements de l'État. Vous n'avez pas eu d'expérience en Guinée ou en Mongolie? S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, M. Ahmed. Et notamment quand il s'agit d'investir important. Mais cela ne nous a pas empêché d'accroître les dividendes de l'État, justement, au niveau de Taziast. En termes d'emploi, n'oubliez pas qu'avant nous, Taziast avait 14% de ses employés des expatriés. Aujourd'hui, ils ne seront plus que 3%. C'est une grande innovation. Et elle n'est pas le seul. La réalité est justement la forêt qu'il ne faudrait pas cacher par de fausses interprétations, c'est que le secteur minier a été boosté ces dernières années. Vous savez, on a distribué combien de permis de recherche, combien d'exploitations sont en vie. C'est une erreur. Les mines mauritaniennes, s'il vous plaît. C'est une grave erreur. Les mines mauritaniennes ont toujours existé. C'est la première fois où il y a une politique qui a permis de les valoriser, de drainer des investisseurs, de donner suffisamment de garanties pour permettre leur exploitation et d'en faire bénéficier le peuple mauritanien avec les projets que je viens de citer. Nous considérons que de ce point de vue, c'est notre honneur de pouvoir présenter aujourd'hui des chiffres très importants pour l'exploitation minière et sa rentabilité pour le pays. Et donc, on ne peut pas le nier. Deuxième aspect, vous avez parlé de Nouadhibou. Eh bien, je viens de Nouadhibou moi aussi. Mais je ne sais pas depuis quand vous n'avez pas visité Nouadhibou. Sinon, vous n'aurez pas tenu ce langage. Car lors de la dernière visite du président de la République, savez-vous, il y a eu combien de projets qui ont été lancés à Nouadhibou? Je ne parle pas des effets d'annonce. Non, ce n'est pas l'annonce. Je parle des vrais projets, des vrais projets concrets. Mais visiter Nouadhibou, j'y viens. Il y a 3 semaines, j'étais moi-même à Nouadhibou. Les projets dont vous parlez, c'est comme Mbeki Tlahouach, Chami,
et l'autre prétendue ville dans le Brakna. C'est des choses qu'on annonce mais qui ne se réalisent jamais. Je ne vous ai pas interrompu. Eh bien moi je vous parle de grandes avenues qui aujourd'hui sont une réalité. Je vous l'ai dit parce qu'il y a 3 semaines j'étais à Nouadhibou. Je sais qu'il y a au moins 16 km de bitumé dont la fin est dans 2 mois. 2 mois, c'est fini. Je sais que la plupart des projets dont le président de la République a supervisé le lancement lors de sa dernière visite à Nouadhibou sont en cours de réalisation. Et c'est très important pour la ville de Nouadhibou et pour le pays. Nouadhibou a été déclarée une zone franche et c'est une grande innovation. Car justement, c'est ce pouvoir qui est en train de valoriser la ville de Nouadhibou en la déclarant zone franche. Pour tenir compte de l'importance de sa position stratégique au carrefour des continents, de sa proximité avec notre potentiel halieutique et minier et de sa vocation touristique. C'est ça qui a présidé à l'idée d'en faire une zone franche. Et c'est ça qui va permettre à Nouadhibou justement de changer de cap et de devenir une grande métropole, non seulement pour la Mauritanie, mais pour toute la sous-région. Et c'est ça qui aura des incidences directes sur l'emploi, car les prévisions font état de plus de 10 000 emplois dans le cadre de la mise en œuvre de cette zone franche. Voilà, M. Ahmed, comment ce pouvoir a pu réaliser des choses concrètes qui méritent appréciation. Il ne suffit pas de les nier, il ne suffit pas de dire que non, ça n'existe pas pour qu'il en soit ainsi. Car je vous parle de réalisations concrètes qui ne peuvent pas être niées dans simple mot, mais pour les projets alternatifs. Mais justement, on vous attend sur ce terrain. C'est votre droit en tant qu'opposition de nous présenter des projets alternatifs. Mais quel est le projet alternatif que l'opposition a présenté? Moi, je vous pose la question, quel est votre projet alternatif par rapport à Nouadhibou et même par rapport à la lutte contre la pauvreté? Dites-nous qu'est-ce que vous proposez en contrepartie. Notre projet, c'est ça. Et nous l'avons réalisé d'à plus de 70%. Mais vous, à défaut de proposer des projets alternatifs, non, vous faites la surenchère. Le président doit partir. Comme s'il suffisait que vous le dites pour qu'il en soit ainsi. Et en plus, vous prétendez être des partis démocratiques et vous refusez de participer aux élections, vous refusez d'attendre qu'un président élu termine son mandat pour s'y opposer, et vous n'êtes même pas en mesure de proposer des projets alternatifs. Vous êtes dans votre plein droit si vous êtes en mesure de proposer des projets alternatifs plus crédibles que le nôtre pour briguer la confiance des citoyens. C'est ça le rôle d'une opposition démocratique. C'est entendu, M. Javar, à propos de Nouadhibou, ce que vous avez dit, je crois que l'AFDAL l'a bien entendu. Il y a de grands projets, de grandes réalisations qui sont en cours et qui vont permettre à Nouadhibou de prendre la place qui lui sied. En tout cas, je ne les vois pas pour ma part et je n'en ai pas entendu parler. Allez-y à Nouadhibou. Je voudrais dire... Allez-y à Nouadhibou, demandez aux gens de Nouadhibou. Je voudrais dire à Mohamed Ahmoud qu'en termes de mandat, attendre que le mandat du président se termine, que là, vraiment, nous n'avons pas de leçon à recevoir de Mohamed Abdelaziz. Parce que c'est un homme pour lequel les mandats sont réductibles et extensibles à volonté. Il réduit le mandat qu'il veut et il allonge le mandat qu'il veut. Il réduit le mandat du président de la Cour suprême, il réduit le mandat du gouverneur de la Banque centrale, il réduit le mandat du président du Conseil économique et social, mais, patatras, il allonge le mandat du Parlement. Et je ne serais pas étonné qu'il allonge son propre mandat. Parce que dans ce domaine, il se comporte comme les anciens rois de France, comme les rois de France. Les rois de France terminaient toujours leur décret par dire « exécutez ce décret, car telle est ma
tel est mon bon vouloir. Exécutez cela parce que tel est mon bon vouloir. Concernant ce que Mohamed Ahmoud a dit de Nouadhibou et des réalisations, je voudrais qu'on s'écoute et que chacun essaye de répondre aux arguments de l'autre. Sinon, c'est un dialogue de sourds. On est en parallèle. Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Moi, j'ai dit que parce que le pays est mal géré, tout le bilan qu'ils sont en train d'annoncer est un bilan minimal. Ce n'est pas l'optimum. On n'a pas atteint le point optimal. On pouvait faire plus de routes, on pouvait faire plus d'écoles. Et Mohamed Mahmoud n'a pas répondu à cela. Concernant le fait que Taziast était là avant l'arrivée de Mohamed Ould Abdel Aziz, c'est exact. Mais Mohamed Ould Abdel Aziz est venu pour réformer, pas pour continuer ce qui était faux. Il est venu pour corriger, pour améliorer. En tout cas, c'est ce qu'il a prétendu. Et on le prend au mot. Et sur ce point-là, Mohamed Ould Abdel Aziz il a laissé les choses en l'état. Et je vous dis, ce que vous avez dit concernant les permis miniers, moi je pense que c'est du gaspillage. Pourquoi cette vitesse? Pourquoi cette frénésie? Pourquoi à chaque conseil de ministres, on a 10, 15, 20, parfois 30 nouveaux permis? Pourquoi? Mais que laisse-t-on aux générations futures? On veut, en l'espace de 2 ans, 3 ans, en l'espace d'un mandat, entre guillemets, rafler tout et ne laisser que la poussière pour les pays. Donc c'est une erreur. Laissons quelque chose aux générations futures. Les générations futures doivent recevoir quelque chose de 2 manières. On doit leur laisser quelque chose de 2 manières. Premièrement, leur laisser une partie des fonds, leur laisser du liquide sur l'exploitation de l'or, sur l'exploitation du fer, sur l'exploitation du pétrole, leur laisser des comptes en liquide. Il y a de l'argent en liquide, on sait qu'il est là, on a envie de le prendre, mais on ne le prend pas. On les laisse pour les générations futures. Mais on doit aussi leur laisser des ressources sous le sous-sol. On sait que là, il y a du fer, il y a du diamant, il y a du zinc, il y a du manganèse. C'est alléchant, mais on les laisse pour les générations futures. Et c'est ce que font les pays à direction responsable. Je voudrais justement préciser à M. Ahmed Lafdal que la Mauritanie a achevé les différentes étapes prévues par son adhésion à l'initiative de transparence dans les énergies extractives. Les industries. Les industries extractives. C'est une grande innovation et elle a été réalisée par ce pouvoir et elle dénote justement de notre engagement, de notre détermination pour gérer les ressources de ce pays dans toute transparence. Et que l'intensification des explorations qu'il a évoquées, ben moi j'en ai une autre lecture. C'est que nous sommes en présence d'un pays qui a aussi suscité, de par sa crédibilité, la confiance des partenaires. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de demandes qu'il faudrait satisfaire. Et le peuple mauritanien a le droit d'exploiter ses ressources en toute transparence, et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais juste commenter ce qu'il a dit un peu par rapport, parce qu'il est revenu un peu au premier thème, mais j'aimerais là-dessus faire 2 précisions. D'abord par rapport au Parlement. Je voudrais préciser à M. Ahmed Lafdal que le Parlement mauritanien, contrairement à ce qu'il a dit tout au début de son intervention, est une institution respectable où il y a des députés et des sénateurs qui
accomplissent convenablement leur rôle. Les vôtres comme les nôtres. Et je n'admets pas que d'un revers de la main, on remet en cause leur institution, tout simplement parce qu'elle a voté des textes et des lois que vous ne partagez pas. Ce n'est pas démocratique. Nous devons l'assumer, s'il vous plaît. Ont-ils déjà rejeté une seule loi? Nous devons, oui. Laquelle? Ben, je me rappelle d'un projet de loi qui a été introduit par le ministère de l'Hydraulique et qui, sous l'insistance de nos députés, a conduit le gouvernement à le retirer. Voilà. Je ne me rappelle, en tout cas, moi, je me rappelle de ce projet. Vous pouvez le vérifier. Je me rappelle plutôt de 20 députés sur 95 pas interrompu, qui ont voté une loi je ne vous ai pas interrompu, M. Ahmed. qui enlève le contrôle du Parlement. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Vous pouvez vérifier. On peut continuer. Si ce projet de loi n'a pas été introduit par le gouvernement et si, sous l'insistance de nos députés, les députés de la majorité, le gouvernement n'a pas retiré ce projet de loi. Pour moi, nous sommes en présence d'un Parlement respectable qui a accompli convenablement son rôle, à la majorité comme à l'opposition, et nous n'avons pas le droit de les aborder de la manière avec laquelle... on peut dépasser ce point, c'est entendu. L'autre aspect, j'aimerais bien qu'on se focalise là-dessus. Ce sont les élections. Les élections... de quelle élection parlez-vous? L'élection législative et municipale en vue. Parce que M. Ahmed a dit que le Parlement n'est pas légal, etc. Et je voudrais, par rapport à cela, apporter un certain nombre de précisions. Surtout par rapport à la CENI. S'il vous plaît, je voudrais rappeler un certain nombre de précisions. La première est que, au mois d'octobre 2011, le collège électoral a été convoqué comme prévu. Et que c'est sur la demande de la coordination de l'opposition que le gouvernement a consenti au report pour faciliter le démarrage du dialogue national. Car dans les échanges, et là-dessus, M. Ahmed Lavdal ne va pas me contredire, l'une des premières exigences des partis de l'opposition était justement une date consensuelle pour le prochain scrutin. Et c'est ça qui était à l'origine du report. Le dialogue a eu lieu, malheureusement ils n'y ont pas participé. Il a donné lieu à des réformes structurelles importantes qui ont pris du temps. Et là-dessus, j'aimerais, parce qu'on a évoqué le dialogue, rappeler que par rapport au dialogue, justement, les partis de la coalition de l'opposition démocratique ont eu quand même une attitude très étrange. Ils ont commencé par dire qu'il n'y aura jamais de dialogue. Quand il y a eu dialogue, ils ont dit qu'il ne va jamais réussir. Quand il a réussi, ils ont dit qu'il ne sera jamais appliqué. Et maintenant qu'il est appliqué, ils sont en train de dire que non, ce n'est pas suffisant, etc. Mais c'est très difficile de vous suivre de ce point de vue. En plus, les réformes justement qui ont été introduites à l'issue de ces dialogues, je crois que nous avons déjà évoqué tout ça. Nous permettent justement de négocier les prochaines élections en toute sérénité. Car les soucis que vous avez évoqués tout à l'heure n'ont pas lieu d'être. Excusez-moi de vous le dire. Car nous sommes en présence d'une CENI totalement indépendante qui dispose de toutes les prérogatives pour organiser, gérer et superviser le processus électoral. Et aucune... Java, nous sommes en train de revenir en arrière. On a déjà évoqué toutes ces questions. Parce qu'il l'a évoqué, je tiens à le préciser. C'est clair, c'est précis. Voilà.
Ce sont des points très importants. Moi, je ne suis pas du tout Si contre. vous êtes d'accord qu'on Pour éclairer l'opinion Voilà, vous me publique permettez sur de ces terminer questions, là-dessus. je ne suis pas du tout d'accord. Vous me permettez de terminer là-dessus. Pour que c'est très bien. on tranche puisque cette vous question. êtes d'accord, Elle est très importante. Vous me permettez de terminer là-dessus. Alors, la précision que je voulais faire, M. Ahmed El-Fadal, c'est que il est difficile de vous suivre au niveau de des partis de la coalition de l'opposition. le chrono. C'est Je suis difficile de vous suivre parce que chaque fois qu'on s'approche des élections, c'est en ce moment que vous faites une fuite en avant et que vous privilégiez l'option de l'escalade parce que vous êtes très réfractaire aux élections. Vous ne voulez pas vous exposer au choix des électeurs. C'est très délicat de le dire pour une opposition qui se dit démocratique. Il n'y a que les citoyens qui vont trancher entre la majorité actuelle et l'opposition que vous êtes. Nous ne pouvons pas nous dérober au choix des citoyens. La deuxième précision, deuxième précision, justement. Laissez-moi vous répondre, mais puisque j'ai vu votre charte et vous dites que vous ne participez jamais à des élections, que vous exigez seulement le départ du président, ben non, ça ce n'est pas un comportement démocratique. Et ce n'est pas parce que vous le dites que les Mauritaniens vont vous suivre, parce que ça ce n'est que votre point de vue. La majorité des Mauritaniens ont voté pour le président de la République. Ils ont voté pour la majorité actuelle. Ce sont les Mauritaniens qui sont à même de la changer dans le cadre d'élections régulières qui seront supervisées par une instance totalement indépendante et qui se déploie actuellement pour organiser ce scrutin. Si vous êtes démocrate... D'accord. C'est entendu, M. Javad. Je crois que l'AFDAL doit répondre. Vous allez répondre et on va continuer. Tout à fait, voilà. Alors, concernant d'abord le fait concernant le fait que Mohamed Mahmoud dise que c'est l'opposition qui a demandé le report des élections, je m'inscris en fou contre cela. Et l'échange de lettres est là, entre la COD et le ministère de l'Intérieur. Il y a eu une première lettre en date du 17 mars qui a demandé le report du renouvellement du tiers du Sénat. Il y a la réponse de Sidi Islimullah Amar Chein, directeur au ministère de l'Intérieur, réponse à cette lettre, en disant qu'une lettre venant de la COD n'est pas recevable parce que la COD en tant que telle n'est pas reconnue par le ministère de l'Intérieur. Voilà cette réponse. Et voilà une troisième lettre de la COD pour lui dire que les partis ont parfaitement la latitude de se regrouper, de constituer donc une COD. Et donc, ça s'est arrêté là. Il y a ces trois lettres, sont là. Vous pouvez, si vous voulez, approcher la caméra. Je peux si vous les remettre. Parce que cette question est récurrente, elle vient toujours. Nous n'avons jamais demandé le report des élections. Ça, c'est un. Concernant les nouvelles élections et la nouvelle CENI, écoutez-moi bien, Yedali, je ne parle pas d'une CENI il y a 3 ans, d'une CENI il y a 5 ans. Je parle de cette CENI née du dernier accord de dialogue entre la CAP et Mohamed Ould Abdelaziz. J'ai dit que le périmètre de cette CENI est tellement réduit qu'elle a été cantonnée aux affaires de petite logistique, d'encre, de rideaux, de procès-verbaux, des listes, et que les choses se passent en amont du processus. Si aujourd'hui la nouvelle CENI se voit avec de nouvelles attributions qui inclueraient le caractère libre des élections et leur caractère honnête, nous serons très contents. Mais on a pris une CENI qu'on a réduite à la portion congrue, qui a été toujours, historiquement, réduite à la portion congrue. Et on a ajouté du décor, comme les nouveaux députés à 146, qui sont devenus à 146, comme l'assistant, comme les petits décors de ce genre. Et on a dit, bon, voilà une nouvelle CENI. En fait,
Il ne se voit rien attribué d'essentiel. Il se voit attribuer des choses sur le fichier électoral, etc. Mais encore une fois, la transparence d'une élection ne se joue pas sur le fichier électoral. Ça doit être clair. Le fait que l'État mette tout son poids en faveur d'un camp contre un autre, ça, ce n'est pas dans l'attribution de la CENI. Or, elle doit pouvoir surveiller ce côté-là des choses. Le fait que le ministre de l'Intérieur ou le Wali ou le chef d'état-major convoque les chefs de tribus des Hod ou de la Saba ou de la Drag et leur disent, écoutez, ça c'est une petite promenade de 24 heures, ne vous trompez pas, les militaires ne quitteront jamais le pouvoir. Est-ce que ça, oui ou non, c'est dans les attributions de la nouvelle CENI? Or, c'est ce qui est essentiel. Ce n'est pas dans les attributions de la CENI. Et c'est ce qui est essentiel. Le fait que le pouvoir puisse profiter de tous les biens de l'État, qu'il convoque les gens de la CGM, qu'il leur dise, écoutez, vous devez me donner 200 millions, vous 300 millions, toi occupe-toi d'Elmina, toi occupe-toi d'Oujeft, toi occupe-toi de Nouadhibou. Est-ce que ça, c'est du ressort de la CENI, oui ou non? Ce n'est pas dans son ressort, pourtant c'est fondamental. Le fait que le commissariat à la sécurité alimentaire distribue les petits poissons, les highboys, et distribue des vivres les jours du vote, est-ce que ça c'est du ressort de la CENI ou non? Ce n'est pas du ressort de la CENI. Pourtant c'est fondamental, parce qu'on achète la conscience des électeurs. Donc, ce à quoi j'appelle ce soir Mohamed Mahmoud, vous-même et nos citoyens, à travers votre caméra, c'est qu'ils prennent conscience de la comédie de la CENI et de la comédie des nouvelles élections et de la reproduction, de la volonté constante des militaires mauritaniens de se reproduire au pouvoir à travers des élections qui sont fausses, qui sont triquées. Or, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des enfants. Donc, nous sommes des gens doués de raison et nous refusons un processus électoral complètement pipé comme celui-là. Vous confirmez malheureusement, M. Ahmed, l'impression que vous n'avez cessé de donner au niveau de l'opposition et qui consiste justement à tout faire en sorte pour s'éloigner de vous exposer au choix des électeurs. M. Ahmed, je vous rappelle que la CENI, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Ce sont des électeurs terrorisés. C'est des électeurs terrorisés. Ils ne sont pas libres, ils sont terrorisés. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, vous me permettez de terminer mon idée. Ce sont les Mauritaniens qui vont trancher. Et c'est la Constitution, s'il vous plaît. Et non terrorisés, et non chantés, je ne vous ai pas, ou bien on continue à débattre sereinement, ou si vous voulez me couper, je m'amuserai à le faire pour vous. Je vous demande de me laisser terminer mon idée, s'il vous plaît. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, nous sommes dans une logique démocratique. Nous avons une instance qui est dotée de toutes les prérogatives. Je m'inscris en faux contre ce que M. Ahmed Lafzal vient de dire. Je suis convaincu qu'il n'a pas pris connaissance des prérogatives et des attributions qui ont été celles de l'actuelle CENI, telles que définies dans la loi qui a été votée à l'issue du dialogue national. Je confirme qu'en l'espèce, il s'agit d'une instance dotée de toutes les prérogatives, aussi bien sur le volet organisation, gestion, supervision et contrôle de tout le processus électoral. Ce n'est pas de ça que je parle, Mohamed Mahmoud. Ce n'est pas de ça que je parle. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Je voudrais rappeler à M. Ahmed que nous agissons dans un pays où le champ de liberté est garanti par la Constitution. Et en tant que politique, nous avons obligation de faire en sorte que les citoyens mauritaniens continuent de jouir de ces libertés. Ni la CENI, ni quelqu'un d'autre ne doit imposer à un Mauritanien un choix à l'avance pour tel ou tel parti lors des prochaines élections. On ne peut pas concevoir une instance et lui donner tant de pouvoir et lui dire en plus, ah oui, vous devez avoir une leçon de morale à donner aux Mauritaniens. Non, les Mauritaniens sont libres, la Constitution leur a garanti leur liberté, on doit faire en sorte de leur permettre de disposer
librement et de choisir librement pour quel camp ils voteront. L'enjeu, M. Ahmed, c'est justement par rapport au projet alternatif. Si aujourd'hui vous étiez en mesure de proposer un projet alternatif crédible qui est de nature à briguer la confiance des Mauritaniens, vous ne seriez pas en position de vous poser ce type d'interrogation. Les Mauritaniens vont voter pour vous. Ils ont voté pour Mohamed Abdelaziz parce qu'il leur a proposé un programme cohérent. Et quand ils l'ont élu, il l'a appliqué. C'est ça qui vous gêne aujourd'hui. Ils ont voté pour Mohamed pendant 25 ans. Je vous comprends, s'il vous plaît. Je vous comprends. Mais exactement de la même manière que... Je comprends que vous êtes gêné. Parce que moi qui vous parle demain, je suis en mesure de valoriser les plus de 70% des engagements du président de la République déjà en l'état de projet concret. 70% Et avant... 70% ménage. Son programme n'est même pas connu. Là où le projet... Il peut très bien dire que c'est 80 ou 90%. Non, nous parlons... de quoi? Quelle est la référence statistique? Nous avons un programme qui est décliné en plan d'action très précis, un projet, et nous savons actuellement quel est le niveau de réalisation de ce programme et qu'est-ce qui nous reste. Eh bien, nous sommes à mi-mandat du président de la République. Il a déjà réalisé plus de 70% et nous mettons tout en œuvre pour qu'avant la fin de son mandat, l'ensemble des engagements qu'il a pris pour le peuple mauritanien s'accomplissent. Et il y en aura même d'autres parce qu'il y a actuellement des réalisations qui n'étaient pas prévues dans le programme et qui ont été accomplies parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'il était important de les inscrire. Voilà ce qui vous gêne. Voilà ce qui vous gêne au niveau de l'opposition. Malheureusement, vous ne savez pas écouter. Moi, je vous ai dit que si le pays était bien géré, le programme de Mohamed Abdelaziz pouvait être multiplié par 3 ou par 4. Répondez-moi à cette critique. Répondez sur cette critique. Je vous réponds. Oui. Je vous réponds très sincèrement pour vous dire que les pays si les marchés publics, par exemple, dont vous avez la charge, étaient organisés de façon transparente, est-ce que vous pensez qu'on n'allait pas faire des économies? Eh bien, justement, on a fait des économies au niveau des marchés publics, parce que vous l'évoquez. Oui. Eh bien, s'il vous plaît. Dites-moi, par exemple, quels sont les marchés des gré à gré qui ont été accordés. Voilà, je vais vous le dire. Oui. Je vais vous le dire. Oui. Eh bien, justement, par rapport au marché public, j'ai entendu beaucoup de littérature de votre côté. Oui. Et je crois que c'est l'occasion d'éclairer les Mauritaniens par rapport à cet aspect-là. Il y a au moins 2 volets importants sur lesquels malheureusement nos amis de l'opposition n'ont pas jugé nécessaire d'accorder un minimum d'intérêt. Le premier aspect, c'est que la Mauritanie, au niveau des pays de la sous-région, était avec la Guinée et la Côte d'Ivoire qui étaient malheureusement en guerre civile, les seuls pays de la sous-région à n'avoir pas réalisé la réforme des marchés publics. Et c'est ce pouvoir qui, en 2010, a voté la réforme. Elle a été mise en œuvre depuis le 1er février 2010. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Il y a marché de gré à gré. Il y a 2 aspects. Le premier aspect, le deuxième aspect, c'est par rapport à la transparence. Oui, j'ai été en effet en charge du dossier des marchés publics du mois de mai 2011 jusqu'au 31 janvier 2012. Et j'avais eu l'occasion de dire que je mettais au défi n'importe quel soumissionnaire mauritanien qui ait participé à une soumission et qui a rempli les conditions suffisantes pour se faire attribuer un marché dont il n'en a pas été attribué. Moi, je vais vous le dire. Allez-y, je vous écoute. Très bien. Je suis au courant d'un marché de cabotage des produits pétroliers entre Nouadhibou et Nouakchott. Vous savez que les produits pétroliers de la Mauritanie sont importés d'une façon consortialisée, sont importés et stockés à Nouadhibou. À Nouadhibou, ils sont divisés en 2 parts. Il y a la région nord, Nouadhibou et Zouarat, et il y a le reste de la Mauritanie qu'on appelle la zone sud. Nouakchott et tout le reste de la Mauritanie s'appelle la zone sud. La part de cette dernière région est transportée par un bateau, par cabotage, entre Nouadhibou et Nouakchott. MTM avait le monopole de ce transport pendant
pratiquement 20 ans. Vous connaissez la société MTM. Alors, il y a un opérateur mauritanien qui a acheté des bateaux transporteurs de produits pétroliers parfaitement en état de fonctionnement, assuré, qui a participé à l'appel d'offres qui a été lancé par la Commission nationale des hydrocarbures et qui a soumissionné finalement à 14,5 $ la tonne, le transport de la tonne métrique entre Nouadhibou et le Nouakchott, alors que ce transport était assuré depuis 20 ans à 22 $ la tonne. Au lieu d'être récompensé, cet opérateur mauritanien s'est vu retirer le marché et le marché a été réattribué à l'ancien monopole depuis 20 ans. Le marché de cabotage des produits pétroliers. Voilà, attendez. Attendez, excusez-moi. Puisque vous parlez des marchés, des marchés de gré à gré, moi aussi je vous ai entendu souvent dire qu'il n'y a pas de marché de gré à gré. J'ai entendu Mohamed Ould Abdelaziz à Nouadhibou et à Attar dire voilà, qu'est-ce qui peut me dire qu'il y a un marché de gré à gré. Et j'ai entendu d'autres responsables de Jafar était chargé de la commission centrale. Alors, je vais vous dire, moi je vais vous donner des marchés qui ne sont pas sur votre site. Je ne parle pas des marchés sur votre site. Voilà, je vais vous dire. Voilà une liste de marchés de gré à gré. Alors, le premier marché, c'est la construction de l'aéroport international de Nouakchott, confié dans le cadre d'une convention tenue secrète pour la contre-valeur de plusieurs centaines de millions de dollars à un groupement d'entreprises nationales, sans aucune référence technique dans le domaine de la construction des aéroports internationaux et qui va très probablement sous-traiter le marché à des entreprises étrangères. Et ce n'est pas parce que c'est un troc entre guillemets qui ne doit pas faire l'objet d'un appel d'offres. Parce que là, on a besoin d'une toute petite définition de départ pour ce qui est un marché de gré à gré. Un marché de gré à gré, c'est un marché qui ne fait pas appel à la concurrence. Un point, un trait. Pas plus que ça. Donc, il y a l'aéroport international de Nouakchott. Il y a l'achat de 3 avions par Mauritanie Airlines pour plusieurs dizaines de millions de dollars, sans appel d'offres. Et j'ai même entendu qu'ils ont été achetés soit en Slovaquie, soit en Tchéquie. Or, dans ces deux pays-là, vraiment, ce n'est pas le meilleur endroit pour acheter les avions. Moi, en tout cas, je n'aurais pas acheté des avions en Tchéquie ou en Slovaquie. Alors, vous avez l'assainissement de 7 Muqata'a de Nouakchott pour près de 200 millions de dollars. Vous avez la route El Ghaïr Barkéol. Vous avez le marché de bunkering, la fameuse société soudanaise, soudano-mauritanienne, dans laquelle se trouvent impliqués des députés de la majorité, dans laquelle se trouvent impliqués des hommes proches du pouvoir et qui distribuent des salaires et des primes faramineux. Vous avez le marché du cabotage des produits pétroliers dont je viens de parler. Vous avez le projet de reboisement de la ceinture de Nouakchott, reconnu comme fiasco total par Mohamed Ould Abdelaziz. Vous avez l'unité de radiothérapie du centre d'oncologie de Nouakchott, les équipements hospitaliers de l'hôpital de Kifa, les équipements hospitaliers de l'hôpital de Nema, tous les marchés de voirie urbaine à Nouakchott ou ailleurs, attribués officiellement à ATTM en tant qu'entreprise publique soi-disant prioritaire, mais qui, une fois déclaré adjudicataire, les réattribue à son tour de gré à gré à l'entourage proche du pouvoir. Et dernier exemple, les marchés d'aménagement des gazeras de Nouakchott, de certaines routes et addictions d'eau potable à l'intérieur du pays, officiellement attribués au génie militaire, mais en fait qui les redistribue de gré à gré à l'entourage proche du chef de l'État. D'accord. Je crois que le président de la Commission centrale des marchés a entendu et il doit avoir sa réponse. Est-ce que ça, ce sont des marchés de gré à gré, oui ou non? Il vous a écouté, laissez l'occasion de vous répondre. Moi, je pense vous avoir, parce que nous parlons des aspects concrets. Je vous ai cité la date de ma prise de fonction en tant que président de la Commission centrale des marchés. Moi, je parle depuis l'arrivée de Mohamed Ould Abdelaziz. S'il vous plaît. J'ai dit, je le maintiens, que je vous mets au défi, que durant cette période, que vous me trouvez un soumissionnaire mauritanien qui est rempli
les conditions d'être attributaire d'un marché qu'il n'a pas reçu. Je vous mets au défi, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Et je vous confirme que je ne pouvais pas tenir ce langage si je ne pouvais pas m'appuyer sur une volonté politique pour pouvoir mener convenablement cette transparence. Eh bien, justement, c'est parce qu'il y a cette volonté que non seulement il n'y a pas eu de gré à gré, comme vous le prétendez au niveau de la commission centrale, je ne parle pas de la commission centrale. Ce sont des marchés qui ne sont même pas passés par vous, s'il vous plaît. Mais c'est des marchés de l'État mauritanien. Je ne vous ai pas interrompu, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et les gré à gré qu'il y a eu au niveau de la commission centrale des marchés, Monsieur Ahmed, ce n'est pas à vous que je dois expliquer que le gré à gré en tant que formule est prévu par la loi selon des conditions bien précises. Il y a le gré à gré qui résulte du monopole de droit, il y a le gré à gré qui résulte du monopole de fait, et il y a le gré à gré qui résulte des considérations d'ordre sécuritaire et stratégique. Tout à fait. Mais lesquels de ces marchés relèvent de l'un de ces trois points? Je vais vous le dire. Oui. Justement, je vais vous le dire. Très bien. Parce que vous avez fait beaucoup de littérature quand le président de la République a dit qu'il n'y avait pas de gré à gré à Nouadhibou. Mais vous savez à quoi il fait allusion, le président de la République? Il avait dit qu'il n'y a pas le gré à gré. Les Mauritaniens savent qu'est-ce qu'il avait dit le gré à gré. Quelqu'un pour lequel on veut faire des faveurs, on l'appelle de la rue et on lui accorde un marché gré à gré. Ça, c'est une fausse définition. Ça, c'est une fausse définition. Cette formule, il n'y a jamais eu un cas qui a été appelé de la rue pour lequel l'État voulait accorder une faveur et auquel on a attribué un marché de gré à gré. Comme le code des marchés publics. S'il vous plaît. Est-ce que le code des marchés publics prévoit que quelqu'un qui est appelé de la rue s'appelle gré à gré? Il n'y a jamais eu de cas de figure comme ça. L'ensemble des gré à gré, parce que vos sites ont sorti ma photo, que voilà, c'est moi qui démentis le président de la République. Voilà, j'ai m'inscrit en faux. Non, on sait que tu ne les déments jamais. Non, vos sites l'ont dit, ils ont sorti ma photo. Voilà, voici M. Ja'var, et il a dit que ce que le président de la République a dit est faux. Mais Ja'var, son rapport existe sur le net depuis le 25 janvier. Le président de la République a fait sa déclaration au mois de mars à Nouadhibou. Et les gré à gré dont il parle, ce sont ces gré à gré-là. Et il y en a beaucoup. C'est une définition que celle Mohamed vous savez qu'il y en a beaucoup. Je ne vous ai pas interrompu. Je parle de la définition Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Ahmed, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez développé votre point de vue. Vous me laissez terminer. Tout à fait. Les cas signalés dans le rapport de la Commission centrale des marchés sont, je le confirme, tous des cas prévus par le Code. Les cas de gré à gré signalés par le rapport de la Commission centrale lors de la fin de son mandat sont tous des cas prévus par le Code. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Maintenant, par rapport aux cas que vous avez cités, lesquels? J'ai cité plusieurs. Tous les cas que vous avez cités, en tout cas, n'ont jamais été traités par la Commission centrale durant mon mandat. Jamais. Ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas été attribués. Je vais te parler, s'il vous plaît. Oui. Donc, ils n'ont jamais été traités durant cette période. Parce que vous avez glosé beaucoup sur ma gestion. Et vous avez dit que j'ai démenti le président de la République. Je ne suis même pas au courant de votre gestion, Mohamed Ahmed. Je vous assure que je ne suis pas du tout au courant de votre gestion. Vos sites et vos amis, et beaucoup de vos amis m'ont déjà interpellé par rapport à cette question. Par rapport à l'aéroport de Nouakchott. Justement, voilà une preuve encore de votre logique de l'arbre qui cache à la forêt. Monsieur Ahmed, honnêtement, il n'est pas plus utile pour la Mauritanie aujourd'hui de disposer d'un aéroport international d'une capacité de 2 millions de voyageurs. Et où sont ces 2 millions de voyageurs? Ils sont déjà à plus de 16%. D'où vont venir les 2 millions de voyageurs? C'est ça vos utopies? Tu dois me laisser terminer au moins. Ben justement, c'est ça l'arbre qui cache la forêt. Il n'est pas plus utile aujourd'hui de permettre aux Mauritaniens de jouir de cette grande réalisation qui était un rêve. Et beaucoup d'autres régimes ont tenté un rêve pour la Mauritanie. Moi, je considère qu'à l'actuel aéroport de Nouakchott n'est pas digne de notre pays. Et c'est une grande réalisation que de doter la ville de Nouakchott
d'un aéroport international du standing de celui qui est en cours de réalisation. Donc il est important d'apprécier d'abord la mesure, ensuite la formule qui a été retenue. Ce n'est pas à vous que vous devez le contester. Vous savez que le partenariat public-privé, c'est une option moderne. Même le port, l'extension, le port à conteneurs de Nouakchott, ben, je vous confirme qu'il sera réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, cette fois-ci piloté par la Banque mondiale. C'est une formule moderne et tous les pays du monde recourent à cette formule. Et notre code, le nouveau code des investissements, justement, il la prévoit, il l'encourage. Parce que le privé a des ressources que l'État est en mesure de mobiliser pour réaliser des œuvres importantes. C'est dans cet esprit que s'inscrit la réalisation de l'aéroport international de Nouakchott. La terre, mais qu'est-ce qu'on en faisait? Y compris vos amis qui étaient ici dans des responsabilités administratives, vos amis de l'opposition. On parlera des concessions rurales. Je vais parler les gouverneurs, les gouverneurs, les ministres de l'Intérieur, c'est aussi dans vos rangs. Et ils ont fait des habits que les Mauritaniens connaissent. Attendez. ما عدرت شي خاسر. لكن ما زلنا على كل حال nous atteignons notre dernier chapitre relatif à les relations entre la Mauritanie et ces pays et les pays voisins. Je voudrais que de manière très succincte vous dites votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que je vais vous dire que vous le connaissez déjà? Faites comme si je ne connaissais pas. Moi, je dirais que la Mauritanie est aujourd'hui l'homme malade de la région. Comme on disait de la Turquie au 19e siècle, au début du 20e siècle. On disait que la Turquie était l'homme malade de l'Europe. Moi, je peux dire aujourd'hui que la Mauritanie est l'homme malade du Maghreb et l'homme malade de l'Afrique de l'Ouest. Malade parce qu'il est coupé de son environnement arabe et africain. Et il fait de mauvais choix. Et la Mauritanie a fait de mauvais choix diplomatiques. Vous savez qu'on a soutenu Gbagbo jusqu'au jour où il était capturé dans son maillot de bain. On a soutenu Kadhafi jusqu'au jour où il a été capté dans la canalisation. On a soutenu Béchar. Et on continue à le soutenir. On a soutenu Ben Ali. On a soutenu toutes les causes perdues. Et vous pouvez tout simplement voir qu'aujourd'hui la Mauritanie ne reçoit aucun visiteur étranger. Et de temps en temps, Mohamed Ould Abdel Aziz assiste à un sommet arabe ou africain. Mais pas plus que ça. Exactement, il assiste un peu à titre administratif. Parce qu'il faut que quelqu'un remplisse les sièges où le mot Mauritanie est écrit. Mais pas plus que ça. C'est entendu, vous aurez 3 ou 4 minutes. Je voudrais préciser que pour apprécier le positionnement diplomatique d'un pays, généralement, on l'évalue sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'indépendance de la décision du pays. Le deuxième, c'est la défense de ses intérêts. Et le troisième, c'est son niveau de présence et l'échiquier international. Par rapport à ces 3 aspects, la Mauritanie, sous le pouvoir de M. Mohamed Ould Abdel Aziz, justement, a fait preuve d'avancées considérables. C'est sous le règne de Mohamed Ould Abdel Aziz que nous avons rompu les relations avec Israël. C'est sous le règne de M. Mohamed Ould Abdel Aziz qu'aujourd'hui, vous, au niveau de l'opposition, vous avez du mal à nous situer, alors que généralement la Mauritanie était facilement taxée dans un camp ou dans un autre au niveau de la sous-région. Vous avez du mal aujourd'hui à nous situer, justement à la faveur, justement, c'est à la faveur de l'indépendance de notre session, non, monsieur. C'est parce que nous sommes là où il y a l'intérêt de la Mauritanie. Pas plus, pas moins. Le deuxième aspect, c'est par rapport à la défense des intérêts de la Mauritanie. Je vais vous donner 2 exemples. Le récent accord avec l'Union européenne. Vous savez les avancées considérables qu'il procure à la Mauritanie. Et il n'est pas fait avec n'importe qui, justement, c'est fait avec
les plus grands partenaires en matière d'aide publique au développement de la Mauritanie, les plus importants partenaires commerciaux et stratégiques. Et cela n'a pas empêché la Mauritanie de réaliser des avancées considérables par rapport aux accords antérieurs. Et en ce qui concerne notre positionnement dans le monde, jamais, contrairement à ce que vous dites, la Mauritanie n'a été visitée par tant de présidents étrangers durant cette période. Allah, tous les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine défilaient au Honatiya Kamli. Et la Mauritanie, justement, a présidé cette instance. Lorsque la Mauritanie avait la présidence. Il ne nous a pas occupé, Ahmed. Et nous avons reçu d'autres visites très importantes et très utiles pour notre pays. Et contrairement à ce que vous prétendez, la Mauritanie jouit d'un positionnement très important sur l'échiquier international. Et pour la première fois, elle s'est portée candidate pour le Conseil de sécurité. Elle s'est déployée bec et ongle. Il était de votre devoir, en tant que citoyen mauritanien, de l'accompagner. Mais vous avez préféré vous jouir parce que nous n'avons pas gagné ce poste. Mais ce n'est pas grave. Toutes nos candidatures ont été recalées. Vous savez, à quelque niveau que ce soit, nous avons été recalés. Mais justement, ce n'est pas grave. L'essentiel pour un pays, c'est d'accumuler l'expérience, c'est d'avoir l'ambition. Mais je vous rappelle que la Mauritanie aurait dû mener cette campagne déjà en 2007. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et c'est maintenant qu'elle a tenu à le faire. Et c'était une question pour nous d'importance vitale, parce qu'il s'agit de défendre l'intérêt de la Mauritanie. Donc, par rapport à tous ces aspects, nous considérons qu'aujourd'hui, la Mauritanie joue convenablement le rôle qui est le sien. Elle a retrouvé son rôle au sein de l'Afrique, dont on s'est éloigné durant les périodes antérieures. Nous sommes aujourd'hui, donc nous avons retrouvé notre positionnement d'antan au niveau de l'Afrique, au niveau du monde arabe et au niveau de la sous-région. Le dimanche prochain, il y aura la visite du président du Sénégal qui prouve que les relations d'amitié avec tous les pays du voisinage avancent dans l'intérêt mutuel de nos pays. Et contrairement à ce que vous prétendez, la Mauritanie... Monsieur Chavar, je crois que l'idée a été bien reçue. Vous avez un dernier mot à l'espace de 2 minutes parce que le temps touche à sa fin. Bon, je voudrais peut-être dire que le débat que nous avons mené ce soir est un débat assez exhaustif. Il y a le côté sécurité que nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'attaquer. Je voulais bien qu'on parle de la crise malienne et qu'on parle de Sénoussi et des conditions dans lesquelles de toute façon vous aurez certainement l'occasion. Il a été extradé de ces rumeurs insistantes sur l'existence d'un marché qui sent le bakchiche autour de l'extradition de Sénoussi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Pour conclure, je voudrais insister sur un point qui me semble capital. Capital parce que je crois qu'il n'est pas très bien compris, ni de l'opinion publique, ni d'une grande partie de la classe politique. C'est le problème de la transparence des élections. L'élection, pour être valide, doit être libre, honnête et transparente. Or, jusqu'ici, la classe politique, la presse et l'opinion se focalisent sur les derniers côtés, transparence, et occultent les 2 premiers, la liberté et l'honnêteté. Très bien. M. Chavar, en 1 minute. Je voudrais, pour ma part, exprimer le souhait de voir ce type de débat se multiplier, car il est très utile d'échanger. Il est mieux, en tout cas, de privilégier une politique débat qu'une politique combat. C'était l'option envisagée par nos amis de la Côte. J'espère qu'ils reviendront à de bons sentiments et qu'ils savent que, de manière pacifique, on peut échanger, on peut se contredire
et l'opinion mauritanienne jugera lequel d'entre nous est digne d'inspirer confiance. Nous considérons au niveau de la majorité que les dernières réformes ici du dialogue national ont permis de réunir les conditions suffisantes pour organiser des élections transparentes, libres, honnêtes, supervisées de surcroît par une instance totalement indépendante et à laquelle la majorité et l'opposition sont représentées. Nous lui faisons confiance et nous souhaitons qu'elle puisse nous fixer très rapidement sur l'échéance des prochaines élections et nous souhaitons que l'ensemble des acteurs politiques mauritaniens participent à ces élections pour permettre aux Mauritaniens de choisir convenablement leurs députés et leurs maires lors des prochaines échéances. Merci donc M. Mohamed Mahmoud Bourjafar. Vous êtes chargé de l'orientation et des affaires politiques à l'Union pour la République. Merci également à M. Ahmed Oulaftal, qui est président de la commission des politiques économiques du Rassemblement des forces démocratiques. Je remercie également la partie technique M. Ahmed Salem Oulboubout et le son Abdallahi Oulmahfou. C'est la fin de cette émission et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.